l'anecdote, mais effectivement, Verrier, le père, le Saint-Germain, et Gilles Verrier, qui est le papa de ces Verrier-là, et l'autre, a fait 2 Jeux Olympiques à Munich et Mexico, est un ancien grand international. Allez, on va écouter la Marseillaise. Voilà la Marseillaise pour lancer cette assurément belle finale de championnat de France élite masculin. Forcément un peu de tension sur le terrain, c'est normal, un titre en jeu, avec évidemment des joueurs qui se connaissent parfaitement. On voit là le président de la fédération et les présidents respectifs, je pense, des clubs qualifiés en train de serrer les mains à l'ensemble des joueurs. Également le président du club du Stade Français qui accueille cette finale. Voilà, Olivier Moncourt, président du Stade Français, avec une très belle organisation. Franchement, c'est la première fois qu'on voit une finale aussi bien organisée, avec un atelier, avec des conférences, avec un voyage, qui permet ainsi, et puis aussi un temps de Canton Boone, joueur emblématique de Belgique, qui est venu avec tout son matériel pour développer un certain nombre d'activités. Et puis Grégory Manson, président du Saint-Germain Hockey Club, et Régis Baumgartel, président du Football Club de Lyon Hockey Club, qui sont venus donc saluer l'ensemble des joueurs, et M. Olivier Moreau, président de la fédération. Et oui, on a eu l'occasion ce matin d'interviewer Tom Boone. C'était intéressant. On parle beaucoup, nous en France, de l'exemple belge à suivre sur le développement du hockey. C'était intéressant d'avoir le point de vue aussi d'un joueur belge, et non des moindres, sur le développement du hockey en France. Et il avait de belles choses à nous dire. Il était assez flatteur sur le parcours de l'équipe de France pour ses sélections. Et il n'hésitait pas à comparer l'équipe de France à ce qui se faisait il y a quelques années encore en Belgique. Donc voilà, il donnait beaucoup d'envie et beaucoup d'espoir en se disant voilà, en gros ce que les Belges ont fait. Il n'y a pas de raison que la France n'y parvient pas. C'est vrai, Bertrand, que c'est un exemple, la Belgique. C'est un modèle, simplement avec ses particularités. Donc attention à ne pas automatiquement vouloir copier, car on n'a peut-être pas les mêmes éléments. C'est vrai que hier, Marc Coudron, président de la fédération belge, est venu justement présenter la politique du hockey en Belgique. Et on voit bien qu'ils ont quand même des avantages très importants en termes de proximité, en termes de distance, une frontière avec les Pays-Bas qui leur permet aussi de développer. Mais effectivement, là, nous on essaye à chaque fois de prendre un peu le successeur de Belgique. D'ailleurs, Jeroen Demlé, qui est l'entraîneur de l'équipe de France, a été entraîneur de l'équipe de Belgique. Il a participé à cette énorme ascension de l'équipe belge dans le grand tour mondial. Et son adjoint est aussi, Xavier Degrève, est aussi un entraîneur belge qui entraîne le Waterloo Ducks, qui était d'ailleurs en finale du championnat belge. Donc oui, on se sert de la Belgique pour avancer, ça c'est clair. Ce serait, je crois, un peu fou de ne pas en profiter, mais il faut avoir beaucoup de prudence. Voilà, ça va être parti d'ici peu pour 4 cartons de 17 minutes 30 chacun. On a aperçu les supporters, on a aperçu aussi le gardien de but de l'équipe de Saint-Germain, Arthur Thieffry, qui n'est d'autre que le gardien de but de l'équipe de France, me semble-t-il. Je fais un clin d'œil au passage aux arbitres, aux gardiens. C'est toujours un poste particulier dans les sports collectifs. Moi je trouve que ça allait encore plus au hockey sur gazon, parce que c'est vrai qu'il faut un attirail particulier. Vous qui êtes habitué au hockey, ça vous semble tout naturel. Pour ceux qui découvrent la discipline, ça l'est un peu moins.
Mais voilà, il faut être protégé parce que c'est pas du tout une discipline dangereuse le hockey. Néanmoins, il faut prendre des précautions avec voilà, des équipements et puis des règles aussi qui sont faites pour aussi la sécurité des joueurs. Je crois, Bertrand, vous vouliez nous parler un petit peu de la personne qui rentre sur le terrain. Oui, ce monsieur a 99 ans. Sa première sélection en équipe de France date de 1937. Il a joué les Jeux Olympiques de Londres, d'Helsinki, de Rome. C'est monsieur Diran Manoukian. Et voilà, il est venu faire l'engagement pour ce match. 99 ans. Avec 99 ans, un parcours incroyable. Et bon, on espère que ça sera de bon augure aussi pour, tout à l'heure on en parlera, parler de Paris 2024, Paris qui aura les Jeux. Et puis bien entendu on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, on va se concentrer sur le lancement du match, mais ce sera une belle opportunité pour le hockey français de briller et de croître. Et pourquoi pas de performer, on l'espère. Alors pour revenir sur la question des équipements, parce qu'il y a un petit peu de temps, effectivement les gardiens de but sont protégés puisque dans leur zone de tir, ils sont eux capables de jouer avec, ils ont l'autorisation de jouer avec l'ensemble des parties du corps. On attend un matériel qui est extrêmement léger et qui n'a rien à voir avec le matériel d'antan, ce qui leur permet d'avoir des courses tout à fait fluides et rapides. Ah oui, absolument. Le hockey qui est un sport qui évolue en permanence hein, dans ses règles. Pour une meilleure lisibilité, voilà, l'engagement symbolique est très joli de ce monsieur, 99 ans, avec une expérience du hockey incroyable et qui est là pour passer la balle aux jeunes et moins jeunes, vous l'avez dit, il y a des expérimentés, mais on a quand même de très très jeunes joueurs. On a vu hier des filles encore plus jeunes, hein, avec une moyenne d'âge très basse, des filles qui concourent en senior, mais également dans des catégories de moins de 21 ou U18 parfois pour certaines. Donc c'est aussi de bon augure pour l'avenir, mais c'est important, comme vous le disiez tout à l'heure Bertrand, d'avoir aussi des gens d'expérience. Et là on va tout de suite assister au début de ce match. Difficile bien entendu d'avoir un pronostic. On est sur deux parcours complètement différents pour ces équipes, avec Lyon qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau et pourtant qui a fait vraiment un beau parcours et qui a vraiment amplement mérité sa place en finale. Je dis ça parce que j'ai discuté avec les gens de Lyon, je ne me permettrai pas de dire qu'on ne les attendait pas sinon, mais eux-mêmes au début de saison ne se voyaient pas forcément atteindre cette finale et ils y sont, donc je suis persuadé qu'ils vont disputer ce match au meilleur. Et voilà, l'engagement est donné. Effectivement, Lyon s'est qualifié vraiment à l'arrache pour le top 4 et c'est sûr que les voir en finale était une grosse surprise. Et voilà, c'est une équipe qui surprend, qui a énormément de cœur, qui joue beaucoup avec son collectif et qui se repose beaucoup sur son joueur de l'équipe de France, Gaspard Baumgarten, qui est vraiment un joueur extrêmement dangereux et je suppose que Saint-Germain va se méfier de ce joueur. Et bien sûr. Et déjà le pressing quand même de Saint-Germain. Premiers instants du match. Allez, une balle qui tourne, qui est récupérée par l'équipe de Saint-Germain. Hugo Gelestek, qui est le meneur de jeu d'équipe de France et de Saint-Germain, bien sûr. Et à l'image de Fabien Pourcelet, qui est également l'entraîneur de l'équipe 1 féminine. Voilà, c'est un voyageur, Fabien Pourcelet. Il est allé en Argentine, en Nouvelle-Zélande. Il est bourlingué dans des pays du hockey pour l'apprendre en tant que joueur, mais aussi pour son métier d'entraîneur. Et puis là, il va avoir soif des revanches. Et là, c'est le premier petit corner. Suite à cette balle levée du gardien de but Henri Lob. Et premier avertissement. Et c'est un moment important parce que Saint-Germain, dans sa domination, risque d'obtenir un certain nombre de penalty corner. Et son efficacité va être un peu la clé du match. Ou bien ils sont performants et dans ces cas-là, ils vont se mettre à l'abri très vite. Ou alors ils vont être contrés par la défense lyonnaise et là ils vont commencer à bouger. Bien sûr.
Et c'est important ces petits corners. Pour ceux qui connaissent peu le hockey sur gazon, c'est vraiment une phase déterminante, très spectaculaire également. Alors il faut terminer le match avec un taux de réussite de 35 à 40% sans vraiment être efficace, montrer une certaine efficacité. Et voilà, et c'est le premier but. Voilà, exactement. 1-0 pour Saint-Germain. Au bout de 2 minutes 30 seulement de jeu. Le pressing est vraiment effectué, on l'avait dit, sur ce début de match. Nous avons tout un joueur d'équipe de France junior, moins de 21 ans. Donc là aussi, les moins de 21 ans, c'est intéressant dans une optique de Paris 2024, évidemment. Et puis tout à l'heure, je parlais de Fabien Porcelet, l'entraîneur des féminines. Il a un petit peu soif de revanche parce qu'hier, son équipe a perdu face aux Lillois. C'était un très beau match. Oh là là, oui. Ah, c'était une belle action là aussi. Ouais, bon, on a vu, c'est Perrin qui a plongé les yeux fermés sur ce centre. Alors, on va rappeler juste l'importance de la zone pour ceux qui ne connaissent pas bien le hockey sur gazon. Il faut impérativement marquer dans cette zone ou en tout cas effectuer une action offensive à l'extérieur, mais qu'un joueur de son équipe touche la balle dans la zone pour que le but soit comptabilisé. C'est exact. Il faut absolument que la balle ait été touchée par un attaquant dans la zone de tir adverse. Sinon, cette balle est soit en sortie de but, relancée, ou alors sur un long corner, si la balle a été touchée par un défenseur adverse. Et effectivement, pour revenir à la question de la sécurité, c'est tout ce qui fait justement que ce sport peut se pratiquer sans protection particulière, excepté les gardiens de but. C'est parce qu'on doit atteindre d'abord, et c'est la logique interne du hockey, c'est d'abord il faut arriver dans le cercle, il faut atteindre le cercle avec la balle pour concrétiser. Sinon, si on pouvait shooter et tirer de tous les endroits du terrain, ça pourrait être dangereux. Exactement. Avec une limitation dans le lever de balle, on a le droit à ce qu'on appelle un scoop, c'est-à-dire lever la balle pour la passer à un coéquipier relativement isolé, c'est ça? Oui, toute balle peut être levée. Après, c'est une question de distance par rapport à la réception de la balle par le défenseur. Et puis, c'est une appréciation de l'arbitre sur la dangerosité de la balle levée. Mais de plus en plus, on laisse les balles se lever. Il y a une maîtrise de la balle par les joueurs. Et donc, afin de permettre la plus grande fluidité possible dans le jeu, on essaye de laisser jouer au maximum, bien sûr, avec une grande surveillance de la part des arbitres pour qu'ils puissent protéger les joueurs, parce que c'est leur tâche numéro 1. Avec un binôme d'arbitres sur le terrain, c'est la particularité également du hockey sur gazon. Mais c'est intéressant d'ailleurs de voir les échanges entre les arbitres. Ils sont en relation par Tekiwalki, donc même s'ils ne se parlent pas en permanence, mais ils ont la possibilité ainsi de attention, voilà, une contre-attaque pour Saint-Germain. Elle s'est récupérée par le FC Lyon. Voilà, et là, une contre-attaque peut-être. Avec Alban Semenol, qui a très peu de temps encore été dans le collectif de l'équipe de France comme milieu de terrain. La balle est sortie. Alors donc le petit corner. Voilà, effectivement. Avec un bon spécialiste, avec Guillaume Pain, qui est un très bon spécialiste du corner. Ça va être intéressant. Peut-être l'occasion pour le FC Lyon d'égaliser, pourquoi pas, sur ce petit corner. Thomas Chalumeau aussi, qui est l'autre possibilité dans la doublette. 2 tireurs sur Lyon. Qui sont Thomas Chalumeau, qui est un joueur d'équipe de France junior. Et Guillaume Pain, qui est un bon spécialiste aussi dans cette phase de jeu. Et les deux sont sur le terrain actuellement. Donc ça offre un doute. 2 options pour l'équipe de Saint-Germain, c'est-à-dire sur la sortie de la première vague sur ce petit corner. Ils ne savent pas qui va être sollicité entre ces 2 tireurs. On a vu aussi également des défenseurs qui se protègent avec un masque. Très bonne sortie du pied droit de Patrick Kessry. Effectivement. Belle action. Récupération de la balle pour le club de Saint-Germain.
qu'il y a eu très chaud tout de même sur ce petit corner. Il s'en méfie parce que c'est justement sur ces actions-là que Lyon s'est qualifié lors de la dernière journée du top 4. C'est avec une énorme efficacité sur les petits corners. Et donc ils sont très méfiants. On essaie un petit peu de calmer le jeu, d'élargir. C'est quoi les caractéristiques d'un beau hockeyeur selon vous? Avec les caractéristiques d'un hockeyeur, déjà, c'est cette capacité aussi à avoir une certaine qualité d'adresse, parce que ça reste quand même en priorité un jeu d'adresse. Et après, on se rend compte aujourd'hui, pour le hockey de haut niveau, c'est que les qualités physiques sont indispensables. C'est un sport qui, par la réduction du temps, on a perdu 10 minutes de jeu, et sur une division en 4 cartons, montre que maintenant c'est un sport qui fait appel à beaucoup de puissance. Et la vitesse est fondamentale. D'ailleurs, on le voit chez les garçons, mais également chez les filles, on voit vraiment des sportifs de haut niveau sur le terrain, avec une musculature, notamment au niveau des cuisses, parce que j'imagine qu'il faut être énormément fléchi. Mais on sent que ce sont des sportifs et des sportives complets. Ouais, maintenant, ça y est, la préparation physique est passée dans les mœurs, la musculation, le renforcement régulier, l'acquisition aussi d'amplitude, de souplesse. Maintenant, chaque club a un préparateur physique. C'est le jeune Pochet qui obtient un petit corner. Stéphane Padigoni n'a pas su suffisamment bien protéger ses appuis et la balle est venue se loger sur ses pieds. Et donc, faute involontaire. Et donc, petit corner. Dans le cas d'une faute volontaire dans cette surface, nous assistons à un penalty. L'image du football, avec une balle qui est passée parce que 7 mètres au but, avec un face-à-face entre le joueur et le gardien de but. Allez, on se repositionne du côté de la défense lyonnaise. On s'équipe et on se prépare. Pareil, 2 tireurs sur Saint-Germain. Ah non, pour l'instant, il n'y a que Hugo Genestet qui est sur le terrain. Willem Jameau, qui a inscrit le but tout à l'heure, n'est pas sur le terrain. Jules Charbon, pareil, joueur de l'équipe de France Junior, a sorti en première vague et n'a pas pu protéger ses appuis par rapport à l'envoi d'Hugo Genestet. Donc là, la stratégie est assez simple pour la défense lyonnaise, puisque Willem Jameau n'est pas sur le terrain. Il n'y a véritablement qu'un seul tireur. Allez, c'est reparti pour ce petit corner. Encore une fois, Hugo Genestet. Belle intervention de Lhomme. Oui, Henri Lhomme, ancien joueur d'équipe de France, 56 sélections, vient de sortir la balle du pied droit. Plus de 7 minutes à disputer dans ce premier quart-temps. C'est-à-dire 10 minutes déjà découlées. Toujours 1-0 en faveur du club de Saint-Germain. Kevin Mercurio qui se repose sur son libéro, la Guillaume Sanson. Et Tom Genestet qui est l'autre arrière central de l'équipe de France aussi. Alors on a 2 Sanson à Saint-Germain, mais moi j'ose plus dire si c'est la même famille ou pas. Oui, même famille. Et d'ailleurs Guillaume ne devait pas jouer et en fait Saint-Germain, c'est vrai, a mis au repos un certain nombre de joueurs lors de la dernière journée du top 4 pour assurer de se qualifier en finale. Et donc on peut voir Guillaume Sanson être présent et participer à cette finale, qui est quand même pour Saint-Germain une bonne chose pour solidifier c'est précieux, bien entendu. Alors aussi une petite particularité au hockey, c'est que bien entendu on a le droit à faire autant de sorties et de rentrées de joueurs que l'on souhaite. Voilà, et on en revient sur les qualités physiques. 4 cartons, le temps qui s'est raccourci, la possibilité de faire du coaching en permanence. Donc on voit bien que les joueurs, en tout cas la ligne d'attaque et les lignes de milieu, évoluent entre 4, 5, 6 minutes maximum. Là c'est Blaise Rojo, attaquant de l'équipe de France, qui a tenté de chercher un petit corner, percutant par la gauche du cercle.
Et belle défense hein, du côté lyonnais. Et Guillaume Deron, numéro 5 de l'équipe de Saint-Germain, pareil, joueur de l'équipe de France. Avec une petite particularité, c'est que ce joueur jusqu'à présent jouait arrière. C'est assez particulier parce qu'on n'imagine pas au football un arrière devenir attaquant. Et lui, il a fait de Paris, il a envie de changer et il a complètement modifié son approche du jeu et a décidé de changer une ligne totalement. Et Pierre-Louis Verrier qui est rentré sur le terrain, le numéro 9 de la famille Verrier. Pierre-Louis Verrier, 42 ans, donc... ouais, un ancien hein, dans l'équipe, mais une valeur sûre encore. Voilà, joueur très solide, bûcheron de son métier, et donc... on a besoin de bûcherons dans une équipe de sport co. De qualité, des qualités physiques qu'on lui connaît, avec un bras très fort et très précieux en défense. Il y a une fluidité du jeu hein, dans le hockey sur gazon en général qui est assez appréciable, avec notamment la possibilité de se faire une autopasse hein, pour les remises en jeu. Et ça, c'est, je trouve, très intéressant. Allez, une action offensive de la part de Lyon. Voilà, les règles évoluent beaucoup au hockey. On est passé du hors-jeu au non-hors-jeu, du coup franc classique à l'autopasse, du changement réglementé des joueurs au coaching permanent. Et donc la Fédération internationale cherche en permanence à modifier et à faire évoluer les règles pour le rendre le plus fluide possible. Parce que ce qui a bloqué pendant toute une époque le hockey, c'est certainement son manque de fluidité avec des règles beaucoup trop compliquées. Et là aujourd'hui, voilà, on peut proposer un jeu qui est beaucoup plus spectaculaire. Oui, avec des règles relativement simples à comprendre hein, pour les néophytes, je trouve. Maintenant, voilà, mis à part cette restriction pour le tir au but, et bien sûr l'utilisation que du côté plat de la crosse. Oui, ça c'est à préciser, voilà. on a droit au seul côté de la crosse. Hein. Sinon c'est faute si on tape avec l'autre côté qui est arrondi. Ah, il a toutes ces règles, toute cette réglementation qui a pour origine les joueurs de cricket en Angleterre. Il a une mauvaise relance de Saint-Germain. Et là, il ne faut pas laisser la balle à Sébastien Jean-Jean parce que comme vous voyez, c'est un joueur qui est extrêmement adroit. Voilà. Bon. Ah, il est comme une petite faute. Hein, il a raté sa petite passe, mais bon. C'est pas le genre d'erreur qu'il fait très régulièrement, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. C'est quelqu'un de précis hein, dans ses passes. Chalumeau. Allez, ça repart à droite. Gaspard Baumgarten, ouais. Attention, ça là, que tout le danger peut venir pour l'équipe de Lyon. Ça va très vite, on part très voilà, très là, vite. Là, il y a une bonne circulation de balle, Willem Jameau. Et là de nouveau, là on passe de turnover en turnover avec pas mal de pertes de balles et d'interceptions. C'était Tom Genest hein, qui avait intercepté cette balle. Maintenant Saint-Germain reprend la position de balle. En face placée, il va tenter là, de contourner un peu l'équipe de Lyon qui opère un pressing là, avec Sébastien Jean-Jean, un peu isolé dans son pressing. Martin Genestet, pareil, ancien joueur d'équipe de France, qui a fait une longue saison aux Pays-Bas, depuis maître en termes de hockey. Grand pays international de hockey, évidemment, et les tout meilleurs en Europe, j'imagine. Voilà, c'est sa dernière saison à Martin Genestet. Il a à cœur évidemment de briller sur cette finale, c'est bien normal. Un terrain qui est quasiment de taille similaire à celui d'un terrain de foot. Hein. Oui, un peu plus petit, le terrain de hockey s'inscrit dans le terrain de football. Il est long de 91 mètres 40 et 55 mètres. Donc, on est sur un petit terrain de football. Donc, généralement, lorsque les
terrains sont occupés par les deux disciplines parce que le hockey est inscrit dans les lignes du terrain de football. Très rapide. Alors Gabriel Stinge, qui est le numéro 10, qui est hollandais. Et qui obtient un corner. Là, Xavier Fénart a peut-être sifflé un petit peu tôt. Peut-être qu'il aurait pu laisser un peu l'avantage. Mais voilà, il a décidé de siffler ce corner. Et Saint-Germain va pouvoir bénéficier de l'extra time, puisque maintenant le temps est arrêté. Et donc, dès que la balle sortira pour la seconde fois de la zone d'envoi, le match sera arrêté. Et c'est la raison pour laquelle tous les joueurs viennent se positionner autour du cercle. Alors on dit le cercle, c'est un demi-cercle, mais c'est une façon de parler. Et donc, un joueur va se positionner derrière le bloqueur, car si la balle sort et dépasse les pointillés, le corner sera considéré comme terminé. Et là, tant que cette balle n'est pas sortie de ses pointillés, ou n'est pas sortie derrière une de but, il n'y a pas un but, le match continue. Allez, ça va aller très vite. Voilà. Et voilà, fin du premier quart-temps. Il va y avoir quelques instants de repos et surtout d'échange avec l'entraîneur. C'est évidemment primordial de s'hydrater pendant ces 4 minutes de pause. On va se retrouver dans quelques instants pour le début du deuxième quart-temps. A tout de suite. Donc on voit ici à l'image l'équipe lyonnaise avec l'entraîneur Bertrand Santin. Bertrand Santin, oui. 12e saison avec son club. 12e saison. Et petite anecdote, quand j'étais entraîneur de Moreau, j'ai rencontré l'équipe de Lyon en finale et donc il me l'a rappelé. Et il y a encore, donc c'était en 2011, et il y a encore 6 joueurs de Lyon qui sont... alors Inès, on voit à l'image, voilà, une arbitre qu'on a suivie. Inès Eligène qui a arbitré la finale hier, qui est arbitre international et qui a arbitré dernièrement le Chemin d'Europe Junior à Valence. Et qui est vraiment une de nos arbitres prometteuses et qui, bien sûr, se destine à être arbitre lors des Jeux Olympiques de 2022. Bien sûr, on en a parlé avec elle, ça fait partie de ses objectifs. C'était intéressant d'avoir son point de vue d'arbitre, car être arbitre, c'est aussi être sportif, faire partie du jeu. C'est une autre façon finalement de pratiquer le hockey. Inès elle-même continue à pratiquer le hockey. Elle considère que c'est important pour elle d'être à la fois arbitre et joueuse. On imagine qu'il y a d'autres arbitres qui ne pratiquent plus le hockey. Mais voilà, c'était intéressant d'entendre ce point de vue. Moi je trouve qu'il y a plutôt un respect intéressant entre les arbitres et les joueurs en hockey. Bien sûr, comme partout, il doit y avoir des moments un peu plus tendus que d'autres. Mais on sent que les choses sont quand même plutôt maîtrisées. Là, on est sur un match à enjeu, un titre national, encore une fois, entre deux équipes historiques. Eh bien, ça va se chercher, ça va se chercher un peu à la bataille. Mais on est toujours dans le jeu, dans l'investissement physique du jeu. Et je trouve que c'est suffisamment rare pour le souligner. Oui, et puis aujourd'hui, au niveau international et même dans certains championnats maintenant, j'ai assisté à la finale du championnat belge, il y a l'arbitrage vidéo qui est mis en place, et au niveau international aussi. C'est un sport qui n'est pas évident à arbitrer. D'ailleurs,
si on se réfère au résultat des arbitrages vidéo, lorsqu'un joueur réclame l'arbitrage vidéo, il gagne à 95% des fois. Donc, ce qui veut dire qu'il peut échapper à l'arbitre, parfois des petits détails et des fautes un peu subtiles. C'est vrai qu'aller voir si la balle a touché ou non un pied à un moment donné, ce n'est pas évident. Ah oui, effectivement, c'est important aujourd'hui. L'arbitrage vidéo dans tous les sports, et c'est parfois les sports les moins connus qui développent les plus activement cet aspect de l'arbitrage. Allez, on va repartir tout de suite pour le deuxième quart-temps de cette finale des championnats de France élite, ici sur le site du Stade Français, au Haras Lupin à Vaucresson. Pour le moment, le club de Saint-Germain mène 1-0 face au FC Lyon. On a vu de belles répliques du côté lyonnais, avec quand même peut-être une légère domination de Saint-Germain, peut-être ne serait-ce qu'en nombre d'attaques. Oui, la possession de balle est certainement en faveur de l'équipe de Saint-Germain. Pas encore significative, mais on peut dire que sur ce premier quart-temps, il est en faveur de l'équipe de Saint-Germain et que le score de 1-0 est peut-être confirmé. Voilà, une interception du côté lyonnais. François Goyet qui a peut-être exagéré en action individuelle et là perd la balle en tête de cercle. C'est une zone de perte de balle qui est extrêmement importante car ça ouvre un champ de contre-attaque qui est très grand et contrairement à ce qu'on pourrait croire, perdre la balle dans les 22 mètres adverses est certainement la zone la plus compliquée après à défendre pour l'équipe qui a perdu la balle. Donc comme vous avez pu le voir, le hockey est fait de beaucoup de turnover, il y a beaucoup de pertes de balles et de contre-attaques. Et c'est ce qui fait bien sûr la réussite d'une équipe et on en revient sur les qualités de technique et de physique, c'est-à-dire que dans ces actions-là, il faut effectivement bien maîtriser la balle mais aussi faire preuve de beaucoup de puissance dans son jeu. On voit les rapasseurs de balles aussi, là aussi sur les bords du terrain, on fluidifie le jeu, pas de temps d'attente, et voilà, à peine la balle est sortie que c'est déjà reparti. Et on parlait de l'arbitre Inès tout à l'heure, et je lui posais la question pour une équipe, évidemment un match réussi c'est un match gagné, pour un arbitre c'est quoi la satisfaction, et elle m'expliquait assez logiquement, mais en même temps elle l'expliquait très très bien, c'était de dire que quand on a peu à intervenir, qu'on arrive à se faire respecter, avoir une belle lisibilité du jeu sans trop de hachures, c'est qu'on a bien fait son boulot. J'imagine aussi que c'est ce qu'on a envie d'obtenir aujourd'hui au niveau de l'arbitrage sur cette finale. Et pour le moment, ça se passe très très bien. Là, on voit à Saint-Germain quand même que les jeunes joueurs juniors comme Thomas Pochet, comme Frédéric Godke sont présents. Saint-Germain ne se repose pas uniquement sur ses joueurs cadres et on voit ces jeunes pousses être bien présents. Et effectivement, Thomas Pochet qui avait très peu joué d'ailleurs lors de la dernière journée des playoffs est très présent sur le terrain actuellement. Une balle qui sort. Après, c'est une question de gestion. Il fait très chaud et voir comment les coachs vont gérer leurs joueurs. Et c'est vrai, lorsqu'on regarde le temps passé sur le terrain de François Goyet, de Kevin Mercurio ou de Hugo Genestet qui occupe le milieu de terrain de Saint-Germain, on peut se poser des questions sur savoir s'ils pourront tenir le rythme jusqu'au bout. Il fait très chaud, il y a du rythme. Et donc, ça, c'est une part aussi très importante du coaching en hockey. Ah oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'il fait chaud. Je pense qu'on n'aura pas d'orage si on a un petit peu de chance. C'est bien parti, en tout cas a priori, quand on regarde le ciel. C'est donc une belle journée pour une belle finale. Oui, c'est le temps idéal. Maintenant, le hockey se joue dans toutes les situations et dans tous les pays avec des climats tropicaux et autres. Et il faut savoir s'adapter et jouer sous toutes les conditions. Parfois hivernal, parfois extrêmement chaud et humide. Et ça fait partie du haut niveau. Alors on fait circuler la balle. Avec un instant, vous l'avez vu. La pochette, fait encore Godke. Voilà, très présent et qui, en percutant, encore une fois, Stéphane Panigoni qui commet une faute.
il vient céder de l'épaule et il n'est pas en possession de balle. Donc il fait une faute limite volontaire. Et donc Xavier Fénart accorde immédiatement, sans réfléchir, un petit corner. Alors à l'image justement l'entraîneur de l'équipe de Saint-Germain, Charles Verrier. Et voilà, on s'est consulté du côté de Saint-Germain et vous allez pouvoir nous expliquer, Bertrand, quelle va être la tactique adoptée. Pour l'instant, un seul tireur, Hugo Genestet, qui est sur le terrain. Et donc, ou bien sur une déviation avec François Goyet, le 28. Ça, c'est aussi une des bottes et de l'équipe de France et de Saint-Germain. Et c'est d'utiliser la déviation du capitaine François Goyet au point de pénalty. Suite à une passe d'Hugo Genestet. Donc là maintenant, cette tactique n'a pas marché, n'a pas fonctionné. Et il semble peu probable qu'il la réitère, mais bon, ça peut être aussi une issue. Guillaume Sanson ne bouge pas, donc il peut avoir réussi une bonne raclette. Il passe derrière. Alors ils ont modifié un petit peu le positionnement pour essayer de perturber la première vague de Lyon. Et là, Tom Genestet est tout seul en tête de cercle. Et chute du revers. La balle a été sortie en long corner par Lyon. Et le long corner qui maintenant se joue au niveau des 22 mètres, comme vous pouvez le voir, et non plus au coin du terrain. Encore une modification du règlement. Alors il faut rappeler qu'on joue sur une pelouse synthétique, bien évidemment, qui est humidifiée très régulièrement. Ok, on n'arrête pas d'arroser la pelouse synthétique, c'est pas pour qu'elle pousse bien évidemment, mais c'est pour faire circuler le plus rapidement possible la balle. Voilà, la balle, le terrain, l'arrosage a pour effet bien sûr de permettre à la balle de ne pas sauter, mais aussi de pouvoir pratiquer des gestes techniques permettant à la crosse de glisser sur le terrain, mais aussi de pouvoir plonger et de ne pas se brûler la peau. Mais maintenant, il y a des nouvelles générations de terrain qui ont pas besoin d'arrosage. Voilà, ouais. Belle action. Ah oui, qui est parti de loin, avec au départ un scoop. Tout à fait, oui. Et puis Blaise Rogeau très bien positionné au niveau de la ligne de fond et qui a remis sur Gabriel Stuntz. Ou Thomas Pochet plutôt, parce que Gabriel n'est pas sur le terrain. Allez, remise en jeu lyonnaise, interception. Kevin Mercurio. Numéro 27, ouais. Alors là, je pense que c'est une faute Xavier Fénart va sortir la carte. Mérite un carton vert, ça veut dire 2 minutes d'expulsion. Ça veut dire 2 minutes pour l'équipe de Saint-Germain à jouer à 10 pour ceux qui découvrent le hockey. Il y a 3 types de cartons en hockey. Le vert qui engendre une exclusion de 2 minutes. Le carton jaune qui va engendrer une exclusion de 5 à 10 minutes en fonction du degré de la faute estimé par l'arbitre. Et le rouge qui, bien entendu, signifie sortie définitive du terrain. Ça repart du côté de Saint-Germain avec une nouvelle action offensive. Et une interception du FC Lyon. Voilà, une faute complètement involontaire de François Goyet qui était lancé dans sa course et qui a percuté Stéphane Padigoni. Donc il n'y a pas de faute. Mais on voit que le jeu peut-être commence un peu à changer. Saint-Germain qui s'énerve de ne pas mettre ce second but. Et puis Lyon qui profite de la maladresse de Saint-Germain. Une opportunité là, peut-être pour Lyon qui est dans la zone. Allez, c'est pas terminé. Voilà, tout à fait. Frédéric Golke fait une faute sur Gaspard Baumgarten. Il le pousse derrière, juste sous les yeux de l'arbitre, et là ça ne pardonne pas. Et on voit bien le contexte du match. C'est ou bien Saint-Germain a réussi à vraiment creuser l'écart et se mettre à l'abri, ou alors ils n'y arrivent pas, et c'est le cas. Et Lyon va utiliser toutes les possibilités, toutes les fenêtres qui seront ouvertes pour s'incruster dedans et venir perturber la défense de Saint-Germain.
Allez, une nouvelle fois, une belle opportunité pour le FC Lyon Hockey. Pourquoi pas revenir au score, égaliser un partout dans ce deuxième quart-temps. Guillaume Pain n'est pas présent, donc il n'y a qu'un seul tireur, Thomas Chalumeau, qui est sur le terrain et c'est lui qui envoie. Voilà. Il est bien sorti par Tom Jonestet. Ouais. Je ne sais pas si la balle était hors cadre, en tout cas c'est lui qui touche la balle et qui sort la balle du but. Allez, la balle à nouveau pour Lyon. On construit du côté lyonnais là. Et c'est intercepté. Voilà, c'était Thomas Pochet là. J'ai pas vu vraiment l'action. Voilà, Stéphane n'est pas à son premier retard du match et je pense que là il va payer le cumul de fautes qu'il a pu faire depuis le début de la rencontre. Et effectivement, voilà, c'est Stéphane Panigoni qui sort, donc un joueur précieux en défense de l'axe central qui maintenant va faire jouer Lyon avec un joueur en main pendant 2 minutes puisque le joueur de Saint-Germain est revenu sur le terrain. Absolument. Donc là maintenant Saint-Germain va essayer de contourner cette défense qui est en infériorité numérique. Et Lyon va essayer au maximum de ralentir le jeu et de faire passer le temps. On est sur l'angle droit. On est rentré dans la zone. Voilà, effectivement, Xavier Fénart siffle une balle dangereuse, une balle haute de Martin Jonestet. Quand bien même la balle a touché le corps d'un joueur lyonnais, mais il estime que la balle est dangereuse et que son appréciation est que cette balle est levée beaucoup trop haut. On a vu le public venu en nombre aujourd'hui pour soutenir les deux équipes. On a fait le déplacement de Lyon évidemment et puis Saint-Germain, beaucoup de gens sont venus en voisin ici à Vaucresson. Tom Jonestet extrêmement présent. Hein. Ah ouais. Allez, on est dans la zone. Attention. Voilà. Bonne action. Et William Jameau qui est maintenant revenu sur le terrain et qui obtient un petit corner qui va peut-être transformer lui-même. William Jameau qui fait beaucoup de progrès. C'est un joueur qui était encore pas automatiquement un joueur titulaire à Saint-Germain en début de saison. Mais qui maintenant, tant par ses qualités de joueur de champ que par sa précision sur petit corner, est devenu un joueur clé. Et c'est très important pour nous, pour l'équipe de France, d'avoir ce type de joueur. Oui, dans les cages du FC Lyon, Henri-Julien Lhomme, le gardien en vert. Très grand gabarit. Oui, c'est un joueur d'équipe de France. Voilà, c'est un gabarit qui est un petit peu aujourd'hui reconnu. On a besoin de gardiens grands qui prennent de la place. Oh, il est beau ce but également. Et ben son deuxième but. C'est le deuxième, effectivement. Là encore sur un petit corner. C'est vraiment une belle action. Qui donne à nouveau l'avantage à Saint-Germain 2-0. Alors rien n'est fait, hein, bien entendu. Non. Un match de hockey, c'est 4 quarts-temps. Il peut se passer plein de choses, ça va très vite. C'est vrai que là, avec ce 2-0, et puis quand même, même si Lyon a fait vraiment de très très belles actions en contre-attaque ou en offensive, on sent une nouvelle fois que Saint-Germain est un petit peu dominant pour le moment. Il ne faut pas oublier quand même que alors là une erreur de la relance lyonnaise qui a profité à Martin Jonestet. De nouveau William Jameau qui est dans l'action. Et but. Alors le but est-il comptabilisé? Oui, apparemment. Voilà, c'est dur pour Lyon parce que là c'est 2 buts en quelques secondes. Et ça fait 3-0. Alors maintenant, il ne faut pas oublier, Lyon, il y a 15 jours, était mené 3-0 au début du dernier quart-temps. Il a arraché sa qualification en finale. C'est vrai.
contre Montrouge par une victoire de 4-3. On est reparti un petit peu trop vite, on va revenir au point de départ. Ah, l'arbitre va pouvoir siffler. C'est parti. Il reste 4 minutes 30 à disputer dans ce deuxième quart-temps. 3-0 en faveur de l'équipe de Saint-Germain. Et Lyon qui s'organise. Avec peut-être une opportunité ici. Laurent Prandmine. Pain. Et ça sort. Et Guillaume Pain qui a tenté de trouver le pied du défenseur de Saint-Germain. Là aussi un beau contre, hein. Ils sont capables de le faire, hein. C'est Lyon, ce genre d'action offensive et d'aller jusqu'au bout. Ils ne sont pas du tout abattus, hein. Loin de là les Lyonnais. Non, ils vont jouer à fond. Ils ont leurs supporters qui se sont déplacés, ils savent ce qu'ils sont capables de faire. Ok, il suffit de mettre un but pour déstabiliser une équipe qui se croit à l'abri et ça peut venir très vite. Voilà, Alban Semenol qui presse aussi. Alors à ce petit jeu, Lyon va presser, mais il ne faudrait pas non plus qu'ils subissent l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en s'exposant, ils subissent les contre-attaques de Saint-Germain. Oui, bien sûr, c'est toujours le risque, hein. Mais c'est vrai, quand on est mené déjà de 3 points, on a envie de, parfois de manière peut-être trop pressée, mais d'essayer de recoller au score le plus rapidement possible. Et ça nécessite pour ça parfois des prises de risque. Alors c'est vrai que lors de ce match perdu 7-3 par Saint-Germain contre Lyon, Arthur Tiffé dans les buts ne jouait pas, Guillaume Deron devant ne jouait pas, Guillaume Sanson ne jouait pas, Saint-Germain avait beaucoup de joueurs au repos. C'est vrai que ce sont des joueurs qui sont importants. Là maintenant, les deux équipes sont complètes. On joue à 11 contre 11. Avec une longue raclette. Il faut rappeler qu'il y a 3 façons, hein, d'effectuer des passes. Je le rappellerai après, là, parce qu'il y a une action peut-être intéressante. Qu'a sifflé l'arbitre là, exactement? Alors, subtilité, on est un peu loin. Moi, ce que je pense, c'est que Gaspard a raté la balle et a frappé la crosse du joueur de Saint-Germain, qui avait subtilisé la balle, qui avait bien taclé la balle au bon moment. Et donc, c'est un petit peu l'image du football, c'est-à-dire que notre crosse, c'est la jambe du footballeur. Et que c'est d'abord la balle qui peut être touchée, et après le corps ou la crosse. Mais si c'est l'inverse, on est alors en faute. Et c'est ce qui s'est passé là à l'instant avec l'action de Gaspard. Il a joué un peu individuel. Alors oui, je disais, il y a 3 façons de passer la balle, hein, vous m'arrêtez si je me trompe, mais la raclette, on passe la balle en étant vraiment la crosse le long du sol. Il y a le shoot bien sûr où on tape dans la balle, et puis le push où on va pousser la balle avec toujours bien sûr la partie non pas arrondie mais la partie plate de la crosse. Et puis ce fameux scoop quand on lève la balle de manière totalement sécurisée. Ouais, le scoop est un push. Le push, ça veut dire quoi? C'est qu'on pousse la balle. La crosse est collée à la balle. Et donc, ou bien on fait un effet de levier pour lever la balle, ou au contraire, on garde le point de frappe de la crosse bien perpendiculaire. Et dans ces cas-là, la balle va rouler sur le sol. La raclette, effectivement, ou la crosse va glisser sur le sol. Et là, c'est plutôt sur des passes, on va dire, de mi-distance, pour être précis. Et puis le shoot, où là, on va chercher effectivement des balles de longue distance, ou des balles où on va chercher la puissance. Tir au but, par exemple. On va bientôt... pardon, je vous ai coupé. Non, puis après, il y a une multitude d'autres petites techniques, mais voilà, vous avez cité les principales. On arrive dans quelques instants à la fin du deuxième quart-temps.
avec pour le moment un score nettement à l'avantage de Saint-Germain. C'est pas tout à fait terminé, attention. Après, Tom Genestet qui domine vraiment cette rencontre. Là actuellement il est impérial en défense et dans ses relances toujours propres. Là Tom Genestet qui a joué pendant 4 ans ou 5 ans aux Pays-Bas, en Belgique, au club de Louvain, où il a obtenu de très bons résultats et surtout où il a pu acquérir beaucoup d'expérience. Et après avoir quitté un peu l'équipe de France, il est revenu et Jeroen Denmé, l'entraîneur de l'équipe de France, compte sur lui parce que même si avec l'âge et les petits envies de santé qu'il a, il reste quand même un joueur extrêmement précieux par la qualité de sa passe, la justesse de son placement. Il organise bien le jeu. C'est, on va dire, le patron technique sur le terrain. Alors j'en profite, on parle de l'équipe de France et je rappelle évidemment la très belle sélection de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde. Ça c'est un moment historique, ça faisait 28 ans que ça n'était pas arrivé. Voici la mi-temps qui est sifflée. Il va donc se passer une petite dizaine de minutes pendant lesquelles chaque équipe va se mettre un petit peu dans son coin, écouter les conseils de l'entraîneur et à nouveau s'hydrater. J'en profite donc de cette petite pause pour faire un point sur l'équipe de France. Évidemment Bertrand, ça faisait longtemps qu'on attendait une équipe de France au plus haut niveau, en tout cas dans un tournoi de Coupe du Monde. 28 ans. Il y a des explications qui font que c'est pas arrivé comme ça. Quelles sont vos explications? C'est bien entendu le fruit d'un travail depuis de nombreuses années, j'imagine. Il faut aussi rappeler que la sélection pour cette Coupe du Monde est passée de 12 à 16. Ça doit aider un tout petit peu, mais c'est pas ça qui explique cette sélection, c'est le fruit d'un travail. C'est effectivement une équipe qui se repose sur une génération qui a été en finale du championnat du monde 2013 chez les juniors, donc ces vice-champions du monde ont progressé. Un grand nombre de joueurs sont partis jouer à l'étranger, sont allés s'aguerrir à l'étranger. Et nous avons aussi tenté un peu de recruter, principalement en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas, quelques joueurs à double nationalité. Et maintenant, avec l'apport d'un entraîneur, de 2 entraîneurs étrangers, dont Jeroen Denmé, qui est bien sûr un joueur mythique aux Pays-Bas, puisque 2 fois champion olympique, mais aussi un grand entraîneur. On tente de conduire cette équipe de France avec le maximum d'atouts. Et aujourd'hui, on sait qu'il faut des joueurs, mais le hockey est aussi un sport aussi de stratégie et de préparation. Et donc, on doit faire aussi appel à des compétences, à des nouvelles compétences aussi, à des nouveaux discours. Et la direction technique change, les encadrements changent, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Et on se rend compte que c'est un petit peu une habitude et un modèle que l'on peut retrouver dans d'autres pays, mais comme dans les autres sports, c'est pas facile de rester à la tête d'une équipe pendant une Olympiade. 2 Olympiades, c'est très dur. Et on a toujours besoin de se régénérer, on a toujours besoin de remotiver, d'avoir des personnes qui veulent proposer de nouveaux projets. Bien sûr. Et c'est ce vers quoi la direction technique au sein de la Fédération française de hockey tend. Et on espère franchement que lors de la Coupe du Monde, on va pouvoir récolter les fruits de tout ce travail. Et on mise sur une 10e place. Une 8e serait extraordinaire. Et en tout cas, Jeroen Denmé, s'il est là, c'est qu'il est persuadé qu'on peut atteindre cet objectif. Et oui, en tout cas, c'est signe aussi que le hockey français est ouvert sur ce qui se passe partout ailleurs. On a beaucoup parlé, on a beaucoup cité la Belgique comme exemple de développement, on en a parlé tout à l'heure. Là, le fait de faire venir un entraîneur aussi étranger, même si on a un staff solide au sein du groupe France, c'est aussi aller chercher d'autres façons de travailler et de s'enrichir. Et ça, c'est important. On parle de la prochaine Coupe du Monde. Il y a évidemment Paris 2024 avec de jeunes qu'il faut aller déjà
observer du côté des U20, des U18, enfin de ces jeunes catégories, mais qui sont déjà dans cet objectif-là, celui de préparer à domicile les meilleurs Jeux olympiques possibles et imaginables. Il faut noter aussi que on a pu assister à une démonstration de hockey en sport adapté, c'est-à-dire que le hockey ça se pratique aussi dans les sports adaptés, ça se développe aussi dans le handisport, ça se développe aussi en loisir. Là on est en train de suivre du très haut niveau, du haut niveau national, mais vous pouvez franchir les portes d'un club pour vous essayer tout simplement en loisir. Le hockey c'est une discipline qui se pratique en fonction aussi de ses envies et de ses besoins. Voilà, les offres de pratique se sont multipliées. Dans le passé, il y avait une pratique qui était, voilà, on jouait au hockey à 11. Maintenant, on joue en salle, on peut jouer au hockey 5, on peut jouer sur la largeur, on peut jouer à 9, peu importe. On peut jouer mixte. Ce matin, il y avait un match de vétérans mixte. Oui. Auquel vous avez participé d'ailleurs, Bertrand. Tout à fait. Vaillamment. Et brillamment, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est plaisant, c'est que ce sont des moments qui sont assez particuliers où justement toutes les valeurs du hockey sont respectées. Le respect, le fair play, voilà, toutes ces valeurs qui font que on peut jouer au hockey en mixte. Alors bien sûr, il faut aménager les catégories d'âge. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui, où des plus de 50, 55, 60 ont pu jouer avec des féminines de 40, 45 ans, 50 ans. Chacun se respectant, chacun évitant les actions brutales, mais avec simplement un seul objectif qui était le plaisir de jouer. Et puis le sport adapté, on a participé pour la première fois l'an passé au Championnat d'Europe de sport de hockey adapté. Idem, de hockey fauteuil qui se développe beaucoup. Donc on voit que on doit prendre ce train où le hockey propose de plus en plus d'activités. Et c'est un peu l'enjeu des années à venir, c'est que nos clubs doivent maintenant se prêter à toutes ces formes de jeu. Et pour cela, bah oui, il faut de l'encadrement, il faut des créneaux de terrain, il faut faire de la communication autour de ces pratiques. Et on sait que si on fait tout ça, les gens adhéreront. Et il est certain que les Jeux Olympiques seront pour nous la vitrine essentielle pour nous montrer. Mais on ne va pas attendre les Jeux Olympiques pour bouger. Et on a mis en place un plan hockey pour 2024 et il commence dès maintenant. Et voilà, le signal de départ a été donné et on ne souhaite surtout pas se préparer pour les Jeux 2024 en 2023. Bien sûr. C'est maintenant que ça commence. On va parler d'ailleurs du site qui devrait être un site très intéressant puisque site historique où devrait se dérouler l'épreuve de hockey sur gazon à Paris, c'est le stade Yves du Manoir qui sera complètement aménagé et prêt pour recevoir les épreuves de hockey sur gazon. Un site qui avait déjà été exploité pour d'autres disciplines lors des Jeux de Paris en 1924. Donc c'est un beau clin d'œil, je trouve, de réutiliser ce stade, de le rénover. Un stade qui est utilisé bien entendu pour le rugby, un petit peu moins maintenant depuis qu'il y a une grande arène qui a été construite du côté de Nanterre. Mais voilà, utiliser un écrin comme celui du stade Yves du Manoir, en tout cas un écrin d'un point de vue historique, je pense que ça va être une bonne chose pour le hockey. Ah bah le stade de Colombes est effectivement le stade olympique des Jeux 1924. Colombes était aussi déjà dans le passé un lieu de hockey, puisque le Racing Club de France y jouait déjà. Et donc ces perspectives des Jeux Olympiques nous amènent aujourd'hui bien sûr à participer au projet de cet héritage. Et donc avec le COJO, avec le département, avec bien sûr la commune de Colombes, nous montons le projet de ce future maison du hockey où nous souhaiterions y trouver aussi bien un stade fédéral qui nous fait défaut actuellement pour organiser des grandes compétitions, mais aussi le siège de la fédération. Et donc voilà, c'est sûr qu'il y a une énorme attente de la Fédération française de hockey par rapport à cet héritage de 2024. Et nous y travaillons régulièrement avec le COJO et
on espère très prochainement pouvoir connaître l'aboutissement de tous ces projets et enfin savoir quel va être l'outil qui sera mis à notre disposition après les Jeux. Parce que pour les Jeux, on sait ce qu'il y en aura, mais après les Jeux, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder ? Qu'est-ce qui va se passer après les Jeux ? Alors là, on a les deux gardiens à l'image. Ici, Henri-Julien Lhomme, et juste avant, nous avions Arthur Thieffry, le gardien de l'équipe de France. On l'avait dit tout à l'heure, hein, Henri-Julien a été aussi gardien en équipe de France, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Une quarantaine de sélections en équipe de France. Julien fait partie de ses premiers grands gardiens en termes de taille, même si c'était aussi un très bon gardien. Et c'est vrai qu'on a connu dans les années 2010-2015 une explosion de grands gardiens qui mesuraient entre 1m90, 95, 2 mètres. David Hart, le meilleur gardien du monde, l'Irlandais aujourd'hui, mesure 2 mètres. Et on sait que c'est un atout. Encore faut-il aussi avoir des qualités d'explosivité et de lecture du jeu, bien évidemment. Mais voilà, prendre de la place dans les buts, surtout sur des phases de petits corners, est un atout. Et idem, Arthur Thieffry est un joueur qui frôle les 1m90. Donc voilà, on retrouve très souvent dans les équipes de très haut niveau des gardiens avec des grands gabarits. Voilà, de retour pour le troisième quart-temps sur le site du Stade Français à Vaucresson, aura Lupin avec une très belle affiche pour cette finale de championnat de France. Saint-Germain qui joue en blanc face au FC Lyon en rouge. Pour le moment, vous le voyez, 3-0 en faveur de Saint-Germain. On a vu quand même que le FC Lyon Hockey était en mesure de répliquer sur des contre-attaques, même si on le sait, et ça se voit au score, Saint-Germain est quand même devant aussi en temps de maîtrise du jeu et en occasion de but. Oui, les statistiques sur la possession de balle sont significatives. C'est Saint-Germain qui, dans cette première mi-temps, a fait le jeu, possède la balle et a eu vraiment les situations les plus concrètes devant le but. Pour l'instant, Lyon joue plutôt en réaction, mais on sait aussi que c'est leur jeu. Simplement, Saint-Germain est arrivé averti par rapport à cette stratégie de Lyon et a tout mis en place pour annihiler les différentes contre-attaques. Mais bon, rien n'est fini. Comme on le rappelle, il y a encore 15 jours, Lyon était capable de remonter 3 buts dans le dernier quart-temps. Et là encore une forte action à supériorité numérique, mais là Gabriel Stinge loupe la balle de façon un petit peu étonnante. Il y avait un 3 contre 2 là qui était assez facile à jouer. Willem Jameau qui est bien en jambes, auteur des 2 buts sur petit corner. Oui. Et on le voit très actif sur le terrain, très en confiance évidemment. Un envoi vers le cercle de Golke qui a tenté de s'appuyer sur soit une déviation, soit une prise de balle d'un joueur de Saint-Germain. La contre-attaque de Gaspard Baumgarten. Alors là, c'est le danger, on va voir. C'est le danger. Allez, il est accompagné maintenant. Mais très très bien pris par Guillaume Sanson. Quelle défense. Il l'a accompagné, il l'a canalisé, il a attendu qu'il arme. Et en collant bien épaule contre épaule, il s'est mis à l'abri d'un éventuel coup de crosse. Parce que là, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est qu'il ne faut surtout pas s'éloigner du tireur. Il faut rester très 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 au contact pour éviter éventuellement de prendre la crosse. Et il a très bien joué ce geste défensif. Ah oui, formidable. On avait Sébastien Jean-Jean qui avait rejoint son coéquipier dans la zone. Mais quelle défense là de Saint-Germain. Nouvelle interception. Et reprise de la balle de Saint-Germain. Ouais. Voilà, bon pressing là, qui a été fait par Giorgio Perrin. Le nouveau Gaspard Baumgarten qui s'appuie sur Florent Condomine. Alban Semenol, pareil, très bon joueur au milieu de terrain. Un joueur aussi qui peut apporter beaucoup de danger.
Ah, on voit que les consignes de Bertrand Santin ont été nombreuses et sont entendues là par le club de Lyon, parce qu'on est ultra offensif, ultra présent. Et on devient tout de suite dangereux sur ce troisième quart-temps. À la corner, trouvé par Gaspard, Baumgarten. Alors, Thomas Chalumeau est sur le terrain. Guillaume Pain, je ne pense pas qu'il soit sur le terrain. Donc, il n'y a qu'un seul tireur. Une option, en tout cas pour l'envoi au but. Après, il peut y avoir multiples possibilités tactiques pour déjouer la défense de Saint-Germain. Ça peut être une déviation. Ça peut être un mouvement des joueurs autour du cercle. En tout cas, ça peut être très dangereux et ça peut payer. On voit les protections aussi des joueurs là qui ont des masques pour se protéger d'une déviation. Ah si, Guillaume Pain. Non, c'est pas Guillaume Pain, c'était Stéphane Panigoni. Effectivement, c'est pas le. Voilà, donc ils ont essayé de perturber la défense en ne faisant pas tirer Thomas Chalumeau, mais Stéphane n'a pas la même force de frappe que Guillaume Pain. On a une belle intervention d'Arthur Thieffry également. Alors Lyon qui a perdu bien sûr cette saison Jean-Baptiste Faure qui joue maintenant à Bruxelles dans le championnat belge, et là donc Sébastien Jean-Jean qui trouve un petit corner, il s'est échappé, et là on voit un petit peu de laxisme dans la défense de Saint-Germain. Est-ce que ça pourrait être le moment où Lyon pourrait revenir au score? Deux petits corners là dans un espace de 2-3 minutes. Ce qui prouve bien que Saint-Germain a lâché un petit peu de l'Est et s'expose un peu trop. Donc danger, parce que là, les Lyonnais ne montraient pas tant. C'est ce qu'ils recherchent. Ouais. Il n'y a toujours qu'un tireur, donc là je pense que c'est Thomas Chalumeau qui va se charger du corner. Et je vois personne vraiment de placé pour une déviation. Là, ils ont bougé. C'est à côté. Ouais. On va passer à droite du but. Ouais. C'est dommage, mais bon, là, on est encore sur des belles actions là, de la part du FC Lyon Hockey qui est très dangereux dans ce troisième quart-temps. Comme Guillaume Pain joue devant, c'est vrai que ce sont des joueurs qui s'épuisent beaucoup et qui ne peuvent pas être en permanence sur le terrain, mais c'est quand même lui le spécialiste. D'ailleurs, il se prépare à rentrer, mais c'est lui le spécialiste, et c'est sûr que son absence coûte un petit peu à l'équipe de Lyon. François Goyet, le capitaine de l'équipe de Saint-Germain, milieu de terrain de Saint-Germain. Allez, la contre-attaque. Bien intercepté de la part du numéro 4. Ouais. Guillaume Sanson qui fait un gros match aujourd'hui, hein, malgré sa petite faute de tout à l'heure qui l'a conduit à être expulsé 2 minutes. Mais mis à part cela, avec Tom Jonestet, c'est très solide derrière. L'axe central est maîtrisé par Saint-Germain. Pareil, on voit Hugo Jonestet qui décroche beaucoup. Ça lui permet d'avoir un temps de présence de jeu sur le terrain important, comme milieu de terrain. Il vient chercher les balles de très bas, et pour l'instant, vu le score, il ne s'expose pas à des courses contraignantes. Toujours Hugo Jonestet qui joue avec Guillaume Deron. Pour l'instant, Saint-Germain fait venir un peu l'équipe de Lyon, fait circuler la balle entre ces joueurs de la ligne arrière.
Ils s'appuient sur leur milieu de terrain. Ils font venir les Lyonnais. Et puis voilà, on cherche de trouver une ouverture sur des attaquants qui sont en profondeur et qui appellent la balle. Je pense que ça va être un schéma de jeu qui va être reconduit régulièrement. Risque de durée d'ailleurs. Ouais. Kevin Mercurio. Là, qui pousse la balle un peu trop loin. Il a tenté de véler un peu la balle et jouer ce qu'on appelle en 3D. Au-dessus des crosses de la défense. Gaspard Baumgarten avec Matteo Perrin qui était bien placé. Mais là à nouveau Guillaume Sanson qui intervient parfaitement bien dans ce 1 contre 1, dans ce duel. Là, il a gagné pas mal de duels, Guillaume Sanson, sur ce match. Alors, ce sont des statistiques importantes, le nombre de duels gagnés, ça c'est fondamental. Voilà, à une main, spécialité des jeunes esthètes, la passe à une main, mais un peu trop en profondeur pour Blaise Rojo là, qui n'a pas pu s'emparer de la balle. Mais à nouveau pour Saint-Germain qui continue son pressing, qui met du rythme. Avec Thomas Pochet qui est dans la zone. Là, qui déborde. C'est un long corner. Joué sur la ligne des 22 mètres. Avec Stéphane Padigoni là, qui a dû se prendre la balle sur le genou. Bon, ça n'a pas l'air très grave. Il va se relever tout fait. Il se relève. Charles Verrier, entraîneur de Saint-Germain, qui jouait encore il y a 2 ans dans cette équipe. Joueur international. Et son homologue, Bertrand Santin ici. Entraîneur du FC Lyon Hockey. Qui fait un gros boulot. Ils ont beaucoup travaillé physiquement, il me disait. Et justement, il a tenté de... Ah, une belle balle en profondeur qui a été jouée par Pierre-Louis Verrier qui se retrouvait là en tant qu'arrière latéral en position d'attaquant. C'est souvent que l'on peut voir des arrières latéraux qui, dans leur couloir, cherchent de la profondeur pour déstabiliser la défense adverse. Maintenant, il faut revenir. Allez, cette fois, c'est la contre-attaque Alban Semenol. Gaspard. Qui se fait chipper la balle. Ah, ça, pour l'instant, dans le match Sanson-Baumgarten, c'est Guillaume Sanson qui remporte le duel. Golke qui va chuter du revers. Et ça passe à côté. Avec Blaise Rojo qui avait plongé pour en préventif, jouer la déviation. Absolument, pour jouer la déviation. Un match très animé donc, avec cette fois des actions offensives et des possibilités de but des deux côtés. C'est un match très plaisant, un match ouvert. Ah oui. On ne voit pas les équipes qui ferment le jeu, et donc c'est ce qui est intéressant. Allez, Guillaume Deron. Deron sur le côté droit. Là, qui cherche en profondeur. Là-bas, Thomas Pochet. Thomas Pochet qui est d'origine d'Amiens. La famille Pochet. Un club qui est un club formateur. Qui a un certain nombre de joueurs qui malheureusement ont quitté le club pour aller jouer en élite. Mais c'est vraiment un club qui travaille beaucoup chez les jeunes, qui a maintenant de très belles infrastructures et qui, j'espère, va pouvoir revoir revenir ces joueurs dans leur club d'origine, de manière à revenir au meilleur niveau. Voilà. Et c'est vrai que dans le Nord, il y a une bonne tradition de hockey sur gazon. Hier, Lille qui a emporté le titre féminin et puis voilà la formation du côté de Lille et puis d'autres clubs comme vous dites du Nord avec un vivier important pour le hockey sur gazon français. Alors le Nord effectivement domine sur le hockey féminin, la représentativité des clubs du Nord
dans le championnat d'élite est très important. Pareil sur le nombre de licenciés et le nombre de clubs, c'est effectivement la région la plus développée en France. C'est vrai que la proximité de la Belgique est intéressante, même si on voit un certain nombre de joueurs fuir vers la Belgique, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette proximité. Sur le plan des garçons, aujourd'hui, c'est plutôt l'Île-de-France qui domine et la part des clubs franciliens en élite est la plus importante. Mais nous passons à 10 clubs l'an prochain et donc cette partition va certainement être modifiée. Guillaume Jameau là, qui pareil joue très en profondeur, c'est important, il joue dans le dos des adversaires, ça permet d'étirer la défense lyonnaise de manière dans un second temps ou troisième temps trouver une autre fenêtre. Et là c'est Grégoire Sanson, le frère de Guillaume qui vient de perdre la balle. Grégoire Sanson qui faisait partie de cette épopée des juniors en 2013 vice-champion du monde. Ah oui. Comme Gaspard Bogarten, comme Hugo Genestet, comme Guillaume Deron. Kevin Mercurio au milieu de terrain qui a un gros travail. Kevin Mercurio qui s'est mis au hockey à l'âge de 12-13 ans. Il faisait du football au Paris Saint-Germain. Oui. Et il s'est mis très tardivement au hockey. Il est même aujourd'hui éducateur professionnel. Il a fait son métier. C'est vrai qu'il y a bien entendu des similitudes avec le foot, notamment sur le nombre de joueurs, 11 contre 11. Et puis on a parlé du terrain, évidemment la balle que l'on passe, mais avec cette crosse, très belle qui est un instrument particulier qu'on peut imaginer au premier abord difficile à maîtriser au début, mais j'ai vu des gens s'y mettre progressivement au hockey et prendre très rapidement plaisir à manier cette crosse et cette balle. Et je sais que Jeroen Denmé a un œil sur Kevin Mercurio, donc ce serait quand même une belle histoire. Commencer si tard le hockey pour se retrouver un jour en équipe de France, mais bon, je ne peux pas en dire davantage, je ne suis pas plus au courant. Il va devoir prouver ses qualités à un autre niveau aussi, parce que voilà. Bien sûr, puisqu'au niveau international, là on élève d'un cran le niveau, c'est une évidence. Martin Genestet. Allez, ça y est, on est dans la zone. Avec Tom Genestet qui était monté très haut là, qui a peut-être tenté de vouloir marquer son but. On le voit revenir très vite. C'est de bon augure. Sébastien Jean-Jean également placé. Qui perd la balle. Là. William Jameau là, qui contre Sébastien Jean-Jean. On voit des duels, c'est intéressant. On voit que les duels ont beaucoup d'importance. Et là, pour l'instant, les défenses prennent le pas sur l'attaque. Florent Condomine, cette fois, qui gagne son duel contre William Jameau. Oui, c'est le bon augure pour l'équipe de France de voir Tom Genestet en si bonne forme physique, malgré les petits pépins de genoux. Quelles vont être les grandes échéances de l'équipe de France avant les mondiaux qui auront lieu, je le rappelle, en décembre? Il y a un très gros programme qui va débuter en juin avec la venue des États-Unis à Lille. Et puis la France va rencontrer la Belgique, va rencontrer 3 fois les Pays-Bas avant de partir jouer l'Irlande en Irlande. L'Irlande qui est une forte nation, présente à Rio, sur le podium des derniers championnats d'Europe. Et on terminera le mois de juillet par un très fort tournoi de 4 nations à Düsseldorf, avec l'Argentine, championne olympique. Et puis l'équipe continuera sur une tournée au Canada, début août. Et donc un programme extrêmement chargé, extrêmement lourd pendant l'été. C'est effectivement le moment le plus propice pour pouvoir réunir les joueurs amateurs, n'oublions pas. Et oui, ils s'entraînent comme des pros, mais ils sont amateurs. Voilà. Ils ont soit des études, soit un métier à côté, donc c'est pas évident, mais il faut d'autant plus valoriser la performance. On parlait du Canada, on a eu l'occasion de voir il y a peu une rencontre chez les U18 Canada-France. Le Canada qui est un petit peu en reconstruction chez les jeunes, et les Français, ces jeunes Français qui là aussi j'imagine sont observés dans la politique Paris 2024, qui ont brillé, qui ont bien joué face au Canada.
Oui, on a un projet là qui commence à prendre forme, qui est d'inscrire notre équipe moins de 18 du pôle France de Châtenay dans le championnat national 1, qui pourrait vraiment là mettre régulièrement notre équipe en compétition. On va bientôt arriver au terme du troisième quart-temps. Voilà, c'est fait. Petite pause très rapide de la part des joueurs. Avec toujours le même processus. Voilà, on voit le visage du gardien Henri Julien Lhomme ici à l'image, qui a été pas mal sollicité pendant ce match, mais Arthur Thieffry également. Alors ça on voit, c'est un peu spécifique au hockey. On voit l'arbitre aller chercher le capitaine de Saint-Germain, certainement parce que ils ont dû réclamer un peu trop souvent. Et donc tout de suite il l'avertit en disant attention, on est les arbitres, c'est pas vous, vous jouez, nous on contrôle le jeu. Et chacun sa tâche. Et ce qui fait que généralement les choses se passent bien parce que il y a une bonne communication entre les arbitres et les joueurs. Et ça c'est très important. Il ne faut pas que l'arbitre soit seulement quelqu'un qui sanctionne les règles. C'est quelqu'un qui doit faire vivre le jeu, vivre le match. Et cette collaboration avec les joueurs est vraiment excellente. Donc on est un peu à mi-chemin entre le contrôle du jeu de l'arbitre de rugby, le football en termes de dimension de terrain, mais aussi du hand parce qu'on a deux arbitres sur le terrain. Ouais, donc voilà, donc c'est quelque chose qui est à développer et à améliorer parce que comme dans tous les sports, bien sûr, nous manquons d'arbitres. Voilà. Ça c'est un plan pareil, un plan de développement d'arbitrage est mis en place. Grande politique de recrutement, on a pu constater. On avait tout à l'heure d'ailleurs sur le terrain pendant la mi-temps toute une présentation des enjeux et des arbitres, l'importance des arbitres. Là, on est dans le plan du public lyonnais avec toujours une très bonne ambiance, tout ça est bon enfant. Et on est venu soutenir le club. On a croisé tout à l'heure une jeune joueuse de Lyon, Johanna L'Hospital, qui est venue avec toute sa famille encourager évidemment le FC Lyon Hockey, qui est également un club formateur, club dans lequel j'ai pu me rendre pour suivre justement et faire un portrait de Johanna avec grand plaisir. Et c'était intéressant aussi de voir ce qui se passe dans cette grande ville de France, lyonnaise, avec ce club emblématique, historique, qui se débrouille, qui réussit, puisqu'ils sont en finale, et qui parviennent à se développer avec, j'imagine, comme c'est le cas dans beaucoup de clubs de hockey, des moyens financiers limités, donc beaucoup d'investissements de la part des bénévoles, beaucoup d'investissements de la part des familles et des joueurs qu'on retrouve joueurs, parfois arbitres. Voilà, tout ça se fait dans une ambiance d'investissement complet de la part des gens du monde du hockey français. Avec un président, Régis Bourgartner, le père de Gaspard d'ailleurs, qui est vraiment un président très dynamique, qui ne fait que regretter le coût des déplacements, parce qu'évidemment Lyon se déplace beaucoup et aimerait mettre ces moyens-là, ces ressources sur l'entraînement et les joueurs. Allez, c'est reparti, quatrième quart-temps dans cette finale du championnat de France masculin élite, avec Saint-Germain qui mène toujours 3-0 face au FC Lyon Hockey, avec un FC Lyon qui nous a fait quand même un très beau troisième tiers-temps, qui a été offensif, contre-offensif, qui s'est procuré pas mal d'occasions, mais qui n'est pas parvenu à marquer. Et un Saint-Germain toujours bien présent à la fois en défense mais également en attaque. Ouais, belle action du 17, Elliot Cellier. Pareil, là, quand on parlait de famille, son père était un joueur international. Beaucoup de jeunes chez les Lyonnais, donc c'est ce qui est aussi prometteur. Et pour revenir au président du Football Club de Lyon, il ne baisse pas les bras. Il sait que c'est normal que des joueurs doivent partir, que des joueurs aillent vivre d'autres projets à l'étranger, ou dans des clubs peut-être plus forts, mais surtout à l'étranger. Mais lui, il met en place d'autres possibilités de recrutement, en particulier avec le soutien des universités et des grandes écoles lyonnaises, en particulier l'INSA, puisqu'il y a quand même 3 joueurs qui ont fait l'INSA dans cette équipe de Lyon. Et il essaie de trouver des solutions plutôt que de se lamenter, de baisser les bras. Et c'est une très bonne chose. Pareil pour son équipe féminine.
Et donc voilà, on peut se reposer sur des clubs qui sont heureusement souvent conduits par des leaders et des gens qui ont envie de développer le hockey dans leur club. Mais c'est vrai que nos clubs amateurs souffrent du manque de moyens, des subventions territoriales qui sont plus réduites qu'auparavant. Et il faut se battre, il faut aller chercher des partenaires, il faut faire marcher les réseaux. Mais ça n'empêche pas d'assister quand même à du haut niveau, avec malgré ce manque de moyens et à l'image de ces deux clubs. Contre-attaque, Thomas Chalumeau qu'on voit souvent sur toutes les actions, ça aussi c'est bien que tous ces jeunes soient. Et à nouveau, Guillaume Sanson, qui fait un match exceptionnel. Il est partout, Guillaume Sanson, il gagne ses duels, il intercepte les balles. C'est peut-être la clé du match. Nous, on voit un petit peu la possession de balle de Saint-Germain et les actions, mais il faut voir le travail qui a été fait en récupération de balles par Guillaume Sanson et Tom Jonestet derrière. Un gros travail de la charnière centrale, aidé derrière par leur gardien de but qui a quand même sauvé quelques actions. Oui, il a été efficace. Effectivement. Et voilà un but qui est validé. Alors là, il va falloir vous expliquer l'action. Ça s'est passé très très rapidement. C'est pas fini. C'est pas fini. Je pense que là, ils vont se consulter. Je pense que il a voulu laisser le jeu et laisser profiter de cette action avec cette balle levée. On peut lever les balles. Mais là, sur cette frappe de balle, on peut estimer qu'il y avait quand même un jeu dangereux. Ceci dit, il est très bien placé parce qu'il est bien dans la trajectoire de la balle. Et donc, c'est par ces éléments, il est convaincu qu'il n'y avait personne sur la trajectoire de la balle. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de buts de ce type qui sont acceptés parce qu'il faut montrer qu'on a un sport qui peut être aussi aérien et pas seulement ras du sol. Oui, et j'imagine que ça dépend également de l'intensité de la balle. En tout cas, 4-0 en faveur. Revirement. Ah, alors là c'est intéressant, vous voyez. Revirement comme quoi, ce qui est intéressant, c'est qu'on discute quand même entre les arbitres. Et moi je trouve ça plutôt bien qu'on n'hésite pas éventuellement à se remettre en question parce que une erreur peut arriver. Donc là on va attendre de savoir quelle est au final la décision prise par le corps arbitral. Ça discute beaucoup en tout cas. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, même avec les meilleurs arbitres du monde dans les compétitions les plus prestigieuses, on sait que 95% des fois, lorsque l'arbitrage vidéo est demandé, l'arbitre s'est trompé. Donc là, évidemment, imaginons qu'on ait l'arbitrage vidéo, eh bien oui, il se serait trompé, c'est pas un problème, il est humain, et je pense que il a voulu montrer que sa décision pouvait être aussi impulsée par l'envie de donner aussi un peu un aspect spectaculaire dans le jeu. Bien sûr. Plutôt que de rester convaincu que le hockey ne se joue qu'à ras du sol. Et donc moi je trouve ça bien. C'est bien de prendre des risques. En tout cas, on revient à 3-0, toujours en faveur de Saint-Germain. Il reste 14 minutes, à peine plus à disputer dans cette finale de championnat de France. Avec une action offensive là, lyonnaise qui est sifflée. Et Xavier Duhem, le jeune arbitre, est très bien épaulé aussi par Xavier Fénard, qui est quand même un arbitre expérimenté. Oui, alors souvent il y a des binômes entre un arbitre un peu plus expérimenté que l'autre. Ce qui fait un arbitrage plutôt équitable et intéressant qui entre modernité et puis expérience. Et donc c'est plutôt juste, même si évidemment forcément des erreurs d'arbitrage ça existe dans tous les sports, donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas aussi au hockey. Mais le fait d'être deux arbitres, encore une fois, je trouve modère et permet de limiter le nombre d'erreurs d'arbitrage. Belle action offensive, on est dans la zone gauche, oui. Et c'est dégagé. Ça repart. Très présent, les joueurs de Lyon, ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils savent que c'est la fin du match, c'est la belle aventure qui n'est pas terminée. Ils savent qu'ils ont encore la possibilité
de faire courber la défense saint-germanoise, même si ça va être compliqué. Au niveau du score, mais en tout cas ils vont tout donner, ça c'est sûr. Avec tout à l'heure on l'a vu un Mathéo Perrin qui était bien placé, et là aussi qui n'était pas loin de pouvoir détourner la balle et la mettre au fond des filets. Et Gaspard Bogarten qui se place maintenant dans une position beaucoup plus basse au milieu du terrain, juste devant sa défense. Voilà, les coachs ont du mal à sortir des joueurs clés et ils préfèrent les faire bouger de ligne, mais il faut reconnaître que après 50 minutes de jeu, ce n'est plus évident d'être aussi précis. Bien sûr, on l'a dit, le hockey, c'est devenu, ça a toujours été, mais ça l'est encore plus sûrement aujourd'hui, à l'instar de beaucoup d'autres sports, un jeu très physique. Et donc forcément, en fin de match, on commence à puiser dans les ressources, même si comme je l'expliquais tout à l'heure, on peut faire rentrer les remplaçants, faire sortir autant de joueurs qu'on le souhaite pendant le match. Voilà, la dépense physique est énorme sur des jeux aussi rapides. Donc on puise dans les réserves. Voilà, on n'est pas du tout sur le format de coaching au niveau international. Hein. C'est-à-dire que, mis à part exceptionnellement peut-être les arrières centraux qui peuvent prétendre à jouer un temps de jeu quasi total, et même il s'avère que ce soit les avants et le milieu de terrain, il est rare que ces joueurs excèdent 4, 5 à 6 minutes de temps de jeu sur le terrain. Alors que là, en championnat de France, une finale, on voit des joueurs qui sont pratiquement en totalité sur le terrain. Et donc, apparemment, cela occasionne des erreurs techniques, des problèmes de clairvoyance, de lecture du jeu. Mais bon, on doit se mettre à la place du coach qui souhaite avoir sur le terrain ses joueurs clés. Bien sûr, la meilleure équipe possible. Tentative de Sébastien Jean-Jean. Eh oui, Sébastien Jean-Jean, l'homme expérimenté de ce club du FC Lyon Hockey. Lyon, voilà, qui a plusieurs opportunités là depuis quelques temps de marquer un but, mais qui n'arrive pas à finaliser finalement. Ça passe pas loin, on est tout près, il y a de belles préparations, de belles actions, mais ça ne veut pas rentrer parce qu'il manque quelque chose à la finition. Gaspard Bogarten. Voilà. Alors Gaspard Bogarten, il a vu que Martin Genestet était hors du cercle et à moins de 5 mètres, et il a été le provoquer, et sur l'autopasse on doit laisser le porteur de balle faire 5 mètres avec la balle. Et donc là il a joué intelligemment. Et comme cette faute est à l'intérieur de 22 mètres, Xavier Fénart a jugé cette faute volontaire. Et donc siffle un petit corner. Allez, il est important ce petit corner pour le club lyonnais. Peut-être la possibilité de placer un but indispensable pour pouvoir espérer, pourquoi pas, revenir. Ça va être très difficile, mais là, il faut profiter de l'occasion. Guillaume Pain qui est là, et oui. Et voilà, c'est fait. C'est ça, voilà. Et regardez là, il se précipite sur le but. Je crois que là, maintenant, ils veulent nous refaire le même scénario qu'il y a 15 jours. Et oui, en retournant la situation, on n'en est pas encore là. Il reste un peu moins de 9 minutes à disputer dans le 4e quart-temps. Le FC Lyon Hockey qui revient à 2 petits buts de Saint-Germain, 3-1. Ça nous promet vraiment une fin de match extraordinaire, avec un pressing qui va être énorme. Puis Guillaume Pain est vraiment spécialiste. Son absence sur le terrain lors des petits corners a été préjudiciable pour Lyon. Là, il a été enlevé la toile d'araignée dans la lucarne. Exactement. C'était impossible. Il faut faire mieux. Et là, on voit, il donne tout. Il se jette sur toutes les actions. Et ils nous la refont. Un joueur à terre, je pense qu'il s'est pris un petit coup de crosse. Donc voilà, ils vont tenter avec cet état d'esprit engagé, ils vont tenter de déstabiliser la sérénité saint-germanoise. Alors on pourrait se dire peut-être qu'ils auraient pu commencer plus tôt, mais bon, il reste du temps, 8 minutes en hockey, on peut faire énormément de choses. Ils l'ont démontré plusieurs fois, et on a pu aussi l'observer à maintes reprises
de nombreux matchs. Rien n'est fini. C'est vrai que là, si dans les 2-3 minutes, ils arrivaient à inscrire un second but, je pense que... Ah, ça mettrait le feu, là, littéralement, à la pelouse synthétique. La panique s'installerait dans l'équipe saint-germanoise. Hugo Genestet, là, qui fait tout le terrain en diagonale. Ah oui, tout seul. Et un match qui tient vraiment toutes ses promesses, hein, au niveau du spectacle en tout cas. On assiste vraiment un très beau jeu de part et d'autre. Ça, on pourra féliciter les deux équipes qui ont pas fermé le jeu. Et c'est ce qui est quand même intéressant par rapport aux spectateurs, par rapport aux images qui sont retransmises par Internet. C'est de voir que le hockey est un sport, un spectacle. Et donc, ils ont bien joué le jeu. Allez, la remise en jeu. On fait circuler la balle du côté de Saint-Germain. Voilà, allez, un nouveau contre. Laurent Condomine avec Alban Semenol qui était à l'origine du turnover, qui va centrer du revers. Alors là, la balle levée, oui, je considère que la balle est un peu haute. C'est vrai que c'est une action qui peut être, si mal maîtrisée, peut-être dangereuse. Et donc, il n'hésite pas à siffler ce centre. Il faudra vraiment que la balle ne s'élève qu'à 10-15 cm pour pouvoir la laisser jouer. Oui, là, c'est vrai que c'était beaucoup plus. Le terrain qui s'assèche un peu, la fatigue est moins précis. Allez, ça sort. Ce joueur, Thomas Chalumeau, m'impressionne, hein, entre les playoffs que j'ai pu observer il y a 15 jours et là, cette finale. Ce jeune joueur junior est extrêmement présent et franchement amène beaucoup de fraîcheur dans cette équipe lyonnaise. Fabien Pourcelet qui fait un peu du gain de terrain. Ouais. Il va chercher. Ouais, il va chercher. Il envoie loin. À 5 minutes, à presque 5 minutes de la fin du match, Saint-Germain ne va pas prendre de risques maintenant. C'est normal. Et attention, il ne faut pas non plus reculer et s'exposer parce qu'on a vu que si Guillaume Pain est sur le terrain, ils ont une arme tranchante sur le petit corner. D'ailleurs, il est placé complètement là devant le gardien de but, très en profondeur. Allez. Mathéo Perrin ici, le numéro 10. Ah, dommage, oui. Dans son retour défensif, Alban voilà, peut-être s'appuie un peu trop sur Tom Genestet qui s'est laissé un petit peu aller. C'est normal. Il s'est laissé tomber, pardon. Alors pour la petite histoire, le numéro 10, Mathéo Perrin, dont je vous parlais à l'instant, effectue un service civique dans son club. C'est-à-dire que dehors de s'entraîner, il entraîne aussi les jeunes et s'occupe du club aux côtés justement de Johanna l'Hospital. On parlait justement de l'implication des joueurs et des joueuses et de leur famille pour leur sport. Voilà. C'est le cas aussi du côté du jeune Perrin. Il a essayé un peu tôt, mais c'est pas grave. Lyon a toujours la balle. Il va sûrement chercher des joueurs en profondeur. Mais la vista de Tom permet d'intercepter la balle. Tom Genestet. Ah, les entraîneurs qui s'énervent. Ouais, on réclame une cette faute. Fin de match, on essaie d'impressionner l'arbitre, Ouais. un petit peu de pression. C'est Charles Verrier qui réclame une faute. Allez, ça joue, ça continue. Blaise Rojo là, qui a tenté d'éliminer son vis-à-vis. Blaise et Rojo et Guillaume Doron, les deux internationaux qu'on n'a pas beaucoup vus dans la ligne d'attaque. Thomas Pochet et William Jameau étant
beaucoup plus incisif et percutant durant cette finale. Florent Condomine fait partie des 6 joueurs qui étaient de la finale de 2011. Gaspard Baumgarten. Allez, ça part vite. La chevauchée. La chevauchée. Ah, une faute là. Alors, on la voit au ralenti. Avec. Ouais, c'est difficile à dire. ouais, c'est limite. Gaspard n'a plus la balle dans la crosse au moment du tacle. Mais Tom Gelestet semble un petit peu en retard sur cette action. Maintenant que Xavier Fénart il y a quelques mètres de l'action et de la balle. Et donc il est mieux placé pour juger de la dangerosité de l'action de Tom et surtout de la capacité à Gaspard Baumgarten de jouer la balle. Et là apparemment la balle était plus exploitable. Et je pense que c'est une des raisons qui soutiennent son jugement. Allez, 2:30 à disputer avant la fin de ce match. Faudrait maintenant retirer le gardien de but pour faire la supériorité numérique. C'est ce qu'on a vu hier chez les filles de Saint-Germain face à Lille. C'est pour ça que tout est jouable. Il suffit d'une petite erreur. Guillaume Pain qui utilise sa bataille. Voilà. Et là, je pense qu'il y avait d'autres options que d'envoyer dans le but parce que la était très bien placé. Et je pense qu'il aurait dû jouer sur une déviation. Mais on voit quand même qu'ils sont très dangereux. À moins d'une 40, Saint-Germain ne va pas se presser pour faire ce coup franc. Ils vont y aller tranquillement. Écarter un maximum. Il va aller dans le coin. Il va aller dans le coin, s'installer, voilà. Et il va laisser défiler le temps. On fait un petit peu de 3D pour le fun. Pour faire durer, bien sûr. C'est sifflé. Il joue avec beaucoup de cœur, les Lyonnais. C'est ça qui est génial. Ils n'ont rien lâché. Ils n'ont rien lâché. Allez, moins d'une minute et nous aurons confirmation que Saint-Germain va devenir champion de France de l'édition 2018 de ce championnat de France élite. Et un but pour le FC Lyon hockey. De Gaspard Baumgarten. Ah ouais, super. Alors là, je pense qu'il arrête, Bertrand Santin demande à l'arbitre d'arrêter le jeu. Bien sûr. Il va faire sortir Henri Lhomme. Et il va rester une trentaine de secondes pour éventuellement égaliser. Quelle fin de match! Mais c'est beau pour le spectacle. Ça va être un petit peu la roulette russe pour Lyon en quelques secondes comme ça. Pourquoi pas égaliser? Je ne le souhaite pas à Saint-Germain, mais en même temps ce serait magnifique. C'est dommage qu'il y ait eu 10 secondes de perdu sur le changement parce que là, ils vont opérer un pressing. Je pense que Saint-Germain devra faire un scoop lointain. Alors il faut expliquer qu'on permet au gardien de sortir. Il y a un joueur de champ qui rentre, qui met un petit chasuble pour s'identifier. C'est lui qui aura le droit éventuellement d'aller dans les cages pour intercepter un but. Il n'a pas de protection. Mais bien entendu son objectif c'est d'aller devant et pourquoi pas d'égaliser dans ces dernières secondes. Voilà, c'est une particularité du hockey sur gazon. Même scénario qu'hier un petit peu sur le match féminin. Absolument. Mais un peu tard peut-être. Voilà.
Allez, ça repart. Là, cette fois, c'est probablement la dernière action offensive pour le FC Lyon Hockey. On essaie de jouer vite. Ouais, et puis on peut commettre des fautes avec quelques secondes de la fin. Voilà. C'est fini. Allez, voilà. C'est Saint-Germain qui remporte le titre national dans la catégorie élite masculine. Les garçons qui vengent entre guillemets les filles qui se sont inclinés hier face au Lille Métropole Hockey Club. Bien cette fois, donc le club de Saint-Germain l'emporte 3-2 sur un club qui n'aura vraiment pas démérité, hein, le FC Lyon Hockey, qui a été dominé pendant les deux premiers quart-temps, qui a montré une meilleure figure dans le troisième, même s'ils se sont pris à cette occasion un troisième but, et qui ont fait un beau quatrième quart-temps, mais c'est effectivement un peu trop tardif pour pouvoir prétendre l'emporter. Bravo messieurs, bravo Saint-Germain tout d'abord. Félicitations au club du FC Lyon Hockey qui a tenu toutes ses promesses. On les attendait pourtant pas à ce niveau en début de saison. Eh bien, ils ont disputé la finale et de fort belle manière, mais ils s'inclinent 3-2. On aura tout à l'heure quelques réactions de joie évidemment des joueurs de Saint-Germain. Ce sont les préparatifs pour remettre la coupe au vainqueur du championnat de France. Merci beaucoup Bertrand de nous avoir éclairé avec votre casquette multiple d'anciens joueurs et surtout de DTN actuel. Un directeur technique national heureux qui prépare activement les grandes échéances. La prochaine, c'est la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et puis à plus long terme, bien sûr, les Jeux Olympiques de 2024. On va dans quelques instants écouter les réactions des joueurs et puis assister à la remise de la coupe. Merci beaucoup Bertrand, à bientôt. Merci, à bientôt. Oh, pardon.